Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exactement. Tu amalgames. Charles est dans l'amalgame total. Un état d'esprit. Mais non, mais il part du principe que tous les juifs de France sont derrière Netanyahou. Non, et que il n'a jamais dit ça. Ce qui se passe, il a dit non, le il y a un ressentiment. traitement disproportionné. Oui, il y a un mais ressentiment, ça ne veut pas dire qu'il est fondé par C'est pas vrai rapport qu'un traitement disproportionné. À quel moment Charles Consigny a même fait référence à Netanyahou dans les quelques secondes où il a parlé? Impartial de ce conflit, ils ne veulent pas, parce que dès qu'on va faire un traitement neutre, équilibré, impartial de ce conflit, le résultat est connu d'avance. On aboutit à une condamnation des actes que fait Israël à Gaza. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à Charles Consigny. Mais je vois bien qu'il y a des jeunes qui considèrent que le gouvernement et que le traitement médiatique et politique de l'offensive israélienne à Gaza n'est pas juste. Vous voyez, ici, il ne fait pas de distinction entre les jeunes français et les jeunes de je ne sais pas d'où. Il dit les jeunes. Et c'est une position qu'il n'a pas l'habitude de prendre. Et c'est une position courageuse. Et c'est une position qui dit la réalité. Non pas de ce que les médias pensent qu'ils font, mais c'est qu'il a perçu en allant au contact des réelles personnes en France et de la jeunesse en France. Or, et là on parle de la télé et du gouvernement. Or, Emmanuel Macron vous dit, non, ces jeunes-là, ils ne sont pas endoctrinés par ce que nous faisons, parce qu'ils nous voient faire, ou parce qu'ils voient à la télé que nous faisons. Non, c'est par les réseaux. Ils rentrent dans leur tête, dans leur réseau, et on leur fait comprendre qu'il faut haïr la communauté que vous connaissez. La France, c'est le pays en Europe qui a la plus grande communauté juive. Et nous sommes le pays qui a le plus d'enfants d'origine maghrébine, du Proche et Moyen-Orient, et on est un des pays d'Europe qui a le plus de concitoyens dans la confession musulmane. Alors, ici, comme d'habitude, priorité à nouveau à la communauté juive. D'abord, on parle de la communauté juive et ensuite on parle des autres. Il est sorti, ou en tout cas, il est plus sorti, non, il est revenu dans le cadre, classique de la communication imposée par les sionistes en France. D'abord, vous parlez d'Israël, toujours en premier, des besoins d'Israël, toujours en premier, et ensuite nous verrons pour les autres. J'ai toutes les recettes pour qu'après le 7 octobre, nous explosions. Je suis très fier de nous. Néanmoins, bâtir l'unité, ça va se faire comment? En nous battant contre l'antisémitisme, qui a flambé en France depuis le 7 octobre, parce qu'il y a toute une jeunesse qui, en accédant à la conscience, par les simplifications, les réseaux, l'accélération, les manipulations, pense que être pour... Voilà. Toujours, le problème, c'est jamais ce qu'eux ils font, c'est toujours ce que les autres font. Pour Gaza, c'est être contre Israël, et du coup, qu'être contre l'existence d'Israël, c'est être contre tous les juifs partout dans le monde. C'est n'importe quoi. Et donc je dis à toute cette jeunesse, regardez vos semblables en France, ce sont des citoyens, des citoyennes, c'est ça notre force, notre unité, c'est la République. C'est le fait qu'on ait des citoyens, des citoyennes. N'essentialisez jamais quelqu'un selon son origine, selon sa religion ou autre. Donc tout... Mais moi j'aimerais bien savoir où ils ont vu les jeunes faire ça. C'est vrai que j'y vais de temps en temps au quartier et on voit ce qui se passe au quartier. Mais le sentiment qui monte, c'est que Israël a droit à un traitement de faveur. C'est que les sionistes en France ont droit à un traitement de faveur. Ils sont partout. Et dès qu'on met sur le devant de la scène le sujet de ce qui se passe à Gaza, directement il y a confusion que si tu parles de ça, c'est que tu veux faire un appel de pied aux gens des quartiers. On ne cherche même pas à savoir si ce que tu dis est juste ou pas.
c'est que si tu le dis, tu fais forcément un pied de nez ou tu fais du clientélisme envers les gens du quartier. Comme si les gens du quartier, on est nés avec une haine déjà implantée en nous de la détestation d'Israël. Ce qui est le discours que tiennent ces sionistes contre les gens de Gaza. Que les gens de Gaza méritent ce qui leur arrive parce qu'ils grandissent dans la haine et dans la volonté de vouloir finir Israël. Comme a dit un certain journaliste français. Tous nos jeunes qui sont bouleversés, émus par Gaza, ne cédez pas aux raccourcis, aux bêtises. Vous avez raison d'être indignés, je le suis comme vous. On doit se battre pour la paix. Vous voyez comment il parle, le président. Là, il est encore dans l'avion. Mais si on est indigné, on est dans un pays où tu ne peux pas manifester ton indignation. Mais au contraire, dès que l'autre camp dit qu'eux, ils font une marche, ils vont réclamer jusqu'au président qu'il doit marcher avec eux. Mais de l'autre côté, si vous êtes indigné, vous n'avez pas le droit de marcher. Si vous vous moquez d'une fausse news, d'une fake news, mais c'est même pas une fake news, c'est une fausse news, que le ministre de l'Intérieur sait que c'est une fausse news, il va vous poursuivre jusqu'à vous mettre en prison. Et si vous vous plaignez, on vous dit que vous faites l'amalgame. C'est pas que vous vous plaignez de quelque chose qui est juste, c'est que vous cachez juste que vous détestez Israël et que vous êtes pro-musulman. Ne correspond pas à la réalité. Oui, mais tu vois, justement, tu te trompes. Parce que tu pars sur un terrain. L'antisémitisme n'est pas né avec Netanyahou. Est-ce que je vous dis, Voilà. Toujours, les deux défenseurs des thèses les plus idiots commencent à vouloir lui couper la parole et à lui faire croire qu'il ne comprend pas. Lui, il rapporte ce que perçoivent les Français. Eux pensent que les Français ont tort. Voilà pourquoi les télés sont de plus en plus discréditées et ne servent qu'à intimider, influencer une toute petite portion de la population qui sont les plus vieux. Parce que toute personne qui commence à prendre conscience de ce que font les télés et de ce qu'est devenu la télé, s'en détache. Parce qu'on trouve de moins en moins de personnes capables d'être indépendants et pertinents à la télé. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça, je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un très fort rejet des médias mainstream parce qu'ils sont perçus comme ne traitant pas ce conflit à sa juste mesure, à part les médias de gauche, justement, Libé, etc. Et donc ça crée chez ces jeunes qui ont par ailleurs l'impression que les musulmans sont rejetés dans la société française, que il y a un discours islamophobe, y compris au gouvernement, etc. Ça crée une espèce de ressentiment qui, alors là je parle pas de l'agresseur en particulier, mais je parle des débordements dans les manifs, etc. Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exactement... Tu amalgames. Souvenez-vous de l'épisode, je crois que c'était quand ils ont relâché le mandat d'arrêt sur Netanyahou. Souvenez-vous de la position officielle de la France qui était que on va respecter le droit international et que Netanyahou ne peut pas mettre les pieds en France. Les sionistes français s'étaient levés vent debout contre ce communiqué de l'Élysée. Et après, 24 heures après, l'Élysée était revenu pour dire que il contestait ce qu'il avait dit. Il respectait la décision du traité de Rome, mais que le traité de Rome permettait à chaque pays d'être indépendant dans l'appréciation du mandat d'arrêt international qu'ils ont émis et qu'ils se réservaient le droit de ne pas forcément exécuter le mandat d'arrêt déposé contre Netanyahou. C'était l'Élysée qui avait fait ça. Comment expliquez-vous ce changement de ton radical? Y a-t-il des bons et des mauvais mandats d'arrêt de la CPI? Regardez ce qu'ils ont tweeté quand c'était la Russie le 17 mars 2023. La décision de la CPI d'émettre un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova fera date. Aucun responsable de crimes commis par la Russie en Ukraine, quel que soit son statut, ne doit échapper à la justice. Et quand c'est Israël, donc le 22 novembre 2024, ils disent quoi? Cour pénale internationale
la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a délivré les mandats d'arrêt demandés par le procureur de la Cour le 20 mai dernier. Il ne s'agit pas d'un jugement, mais de la formalisation d'une accusation. Israël, Cour pénale internationale du 27 novembre 2024. La France respectera ses obligations internationales, étant attendu que le statut de Rome exige une pleine coopération de la Cour pénale internationale, prévoit également qu'un État ne peut être tenu d'agir d'une manière incompatible avec ses obligations en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États non partis à la CPI. De telles immunités s'appliquent au Premier ministre Netanyahou et aux autres ministres concernés et devront être prises en considération si la CPI devait nous demander leur arrestation et remise. Donc ici, je rappelle que la Russie non plus n'est ni signataire ni adhérent au traité de la CPI, mais que tous ces juristes français, tous ces diplomates français, tous ces plateaux télé français étaient les premiers à exiger de l'Afrique du Sud, qui comme la France est signataire du statut de Rome, d'arrêter Vladimir Poutine si jamais il venait aux réunions de BRICS qui se tenaient en Afrique du Sud. Pareil pour le Brésil qui vient de tenir le G20 qui s'est fini il y a à peine quelques jours. Et alors que ce pays prétend exiger des obligations des autres pays, elle vient elle-même se soustraire à cette obligation-là par rapport sans doute à l'un des mandats d'arrêt les plus incontestables qu'il ait jamais existé dans l'histoire de la CPI. Parce que nous avons été, ou nous sommes tous témoins, des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité faits par le gouvernement israélien. Mais ici, vous avez la France qui vous dit que, étant donné que Israël n'est pas membre de la CPI, enfin, les membres du gouvernement israélien vont bénéficier de leur immunité quand ils seront en France. Et le communiqué va plus loin. Conformément à l'amitié historique qui lie la France à Israël, deux démocraties attachées à l'état de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante. Est-ce que vous attendez le sous-entendu? Deux démocraties attachées à l'état de droit. On rappelle que dans la Constitution française est rattachée la Déclaration des droits de l'homme et la CESDH, la Convention des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, ce qui se passe à Gaza contredit non seulement à la CESDH, à la Convention de Genève, et la France se glorifie d'avoir des liens historiques d'amitié, d'état de droit avec un État dont on n'a même pas besoin d'attendre un procès, tellement les faits sont caractérisés et ont été mis devant nous. Et surtout, quand elle va plus loin, elle dit au respect d'une justice professionnelle et indépendante. Y a-t-il moins indépendant que la CPI et la CIJ quand on voit la pression que les Américains mettent ou ont mis sur la CPI pendant son enquête avant que le procureur ne demande ce mandat? Quand il a demandé ce mandat, toutes les manœuvres qui ont été mises en place pour essayer de le discréditer, pour faire en sorte que ce mandat ne soit pas délivré. Et la France dit qu'elle est attachée à une idée de justice professionnelle et indépendante. Donc, les gens de la CPI ne seraient pas des professionnels et ne seraient pas indépendants. Et ensuite, on finit. La France attend continuer à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Netanyahou et les autorités israéliennes pour parvenir à la paix et à la sécurité pour tous au Moyen-Orient. Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes français. Ça, ce n'est pas la preuve que votre pays est fini. Ça, ce n'est pas la preuve que ce monsieur
Et définitivement, c'est lui qui a fait sombrer votre pays. Et il y a même la commissaire européenne, Casa Machin, là, je ne sais pas comment elle s'appelle, attendez, je crois que je peux la retrouver. Il y a un mandat d'arrêt international de la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Est-ce que tout pays de l'Europe doit l'appliquer si M. Poutine met un pied en Europe? Tous les pays européens sont signataires du traité de Rome. C'est la base. Donc il faut suivre le traité de Rome. Vous avez entendu? Tous les pays qui sont signataires du traité de Rome doivent, parce qu'elle dit il faut, une obligation, suivre le traité de Rome. Quand il s'agit de Vladimir Poutine, écoutez bien. Alors que Vladimir Poutine, il a un mandat d'arrêt pour avoir enlevé des enfants dont on sait qu'ils sont toujours vivants et qu'ils peuvent être restitués à leurs parents et qu'on les a mis, non pas pour les kidnapper, mais pour les enlever et les mettre à l'abri. Parce que si on voit les zones dont on a retiré ces enfants aujourd'hui, hein, ce sont des zones chaotiques où les combats ont eu lieu. Contrairement à qui vous allez voir ici, et là, ça va devenir un peu flou. Écoutez. Donc, il faut l'arrêter. Yes. Oui. Même question pour Benjamin Netanyahou. Lui aussi est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. S'il met un pied en Europe, est-ce qu'il doit être arrêté? Oui, c'est aussi le traité de Rome. Tous les pays qui en sont signataires doivent le respecter. Vous avez entendu? Déjà, il y a moins d'affirmations que pour Poutine. Mais il va enfoncer le clou avec la dernière réponse. Et écoutez bien comment on passe d'une obligation à ne pas tout à fait être une obligation. Donc, s'il est à Paris, par exemple, il doit être arrêté. À la fin, tous les pays doivent décider par eux-mêmes. Mais en principe, ils doivent suivre le traité qu'ils ont signé. Voilà. Donc, ce qui était une obligation finit par devenir un principe qu'ils doivent suivre. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà la position que l'Élysée aussi avait prise par rapport à Netanyahou. Et voilà pourquoi Consigny, ce qu'il dit est réel. Ce sont des faits établis. Nous avons vu le gouvernement français et les médias français traiter de manière totalement partielle ce conflit. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça, jeunes qui ont par ailleurs l'impression que les musulmans sont rejetés dans la société française, que il y a un discours islamophobe, y compris au gouvernement, etc. Ça crée une espèce de ressentiment qui, alors là, je parle pas de l'agresseur en particulier, mais je parle des débordements dans les manifs, etc. Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exact. Voilà. C'est ce que Emmanuel Macron, il a tenté de faire, mais il le fait quand il est à l'extérieur de la France. Justement, pour éviter que ça ne soit repris par les médias locaux. Et vous avez bien vu, les médias français d'information continue n'ont pas repris ces informations, ne sont presque pas revenus sur ce qu'Emmanuel Macron dit ou fait en Égypte. La réalité, c'est que vous avez 2 millions de personnes qui sont enfermées. 2 millions. Après des mois et des mois de bombardement d'une guerre terrible, où des dizaines de milliers de personnes ont perdu la vie. Où vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont mutilés sans famille. C'est ça dont on parle quand on parle de Gaza. C'est pas d'un projet immobilier. Et ce qu'on a vécu ce matin, ce que vous étiez avec moi, ce sont des femmes, des enfants qui ont connu le drame et dont je ne sais pas comment ces enfants grandiront. Vous imaginez une seule seconde ce qu'ils ont déjà vécu. Vous voyez le niveau parfois de dureté, de violence qu'il peut y avoir quand on n'a vécu que les bombardements, l'atrocité. Mais tous ont dit une chose. Dès que je suis sur pied, je veux retourner à Gaza. Parce que ce sont eux-mêmes les enfants, les petits-enfants de femmes et d'hommes qui ont tout perdu pour rester à Gaza et qui avaient parfois été poussés d'autres territoires. Et c'est cela. Et on ne peut pas effacer
et l'histoire et la géographie, parce que si c'était aussi simple qu'un projet immobilier et que l'acquisition de places dans un programme d'immeubles, il n'y aurait jamais eu de guerre. Et donc, nous en sommes là et on doit entendre cela. Et on doit entendre deux choses qui sont essentielles pour qu'il y ait la paix dans la région. Le droit légitime du peuple palestinien à disposer d'un État, d'un territoire et de vivre en paix. Et le droit légitime du peuple israélien à voir son État, Israël. Mais cette séquence et la plupart des choses qu'il a fait pendant qu'il était en Égypte n'ont pas été montrées en France. Ou en tout cas, on n'est pas resté dessus. Et si vous allez sur LCI, alors là, c'est invisible. Et sur CNews, ils en parlent à peine. Et donc, il n'y a que France 24 qui, comme c'est le média français à l'étranger, est obligé de parler de l'actualité internationale. Mais sur le point local, enfin, au niveau local, on tait toute position d'Emmanuel Macron contre le gouvernement du pays que vous connaissez. Comme ça, ça passe inaperçu. Et pendant qu'il est en train de revenir dans l'avion, il recommence déjà à recadrer son discours pour correspondre à ce que les médias d'information continue peuvent diffuser à la télé française sans que cela ne choque les sionistes français. Et donc, voilà la position de la France. Quand il est à l'extérieur, il fait semblant de bomber le torse comme quoi il est contre Netanyahou. Et quand il est chez lui et qu'il parle un peu et que les sionistes lui tombent dessus, il change du tout. C'est pareil pour eux tous. Tu amalgames. Charles est dans l'amalgame. Charles à 100%. Oui, vous êtes dans l'amalgame. Non, mais moi, non, pas du tout. Charles est dans le constat. Un lien avec l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Je vous dis ce que je vois sur les réseaux sociaux. Charles, moi je suis d'accord. Et dans les manifestations, Charles, je suis d'accord. Quand tu veux dire la réalité, tu fais l'amalgame. Donc eux, ils pensent être plus intelligents que la majorité de Français, alors que nous avons prouvé je ne sais pas combien de fois que, je ne sais plus comment il s'appelle ce présentateur de grande gueule, 9 fois sur 10 racontait des bêtises. Ses arguments étaient même pas cohérents. Je ne sais pas combien de fois il s'est pris des claques ici par des gens qui ont un minimum de raisonnement. Non, il y a un traitement médiatique disproportionné sur le conflit au Moyen-Orient. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux. Charles, moi je suis d'accord. Charles, je suis d'accord qu'il y a un traitement médiatique disproportionné sur le conflit au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'au Grand Gueule, on reçoit un menu avec le. Et là, la question, c'est la France est-elle devenue dangereuse pour les Juifs? Donc en fait, c'est le thème sur lequel on nous propose de débattre ce matin. Voilà. L'imposition de la problématique. Dans la problématique, la question est faite pour que la réponse ne soit que en faveur de la communauté que vous connaissez. La France est-elle devenue un problème pour la communauté que vous connaissez? Est-ce qu'il reçoit des questions pour savoir si la France est devenue un problème pour la communauté noire ou pour la communauté musulmane? À vous poser la question. Est-ce qu'on a ça de la part de grandes gueules eux-mêmes? Je ne sais pas si eux-mêmes ils l'ont diffusé. Ce matin. Le problème, c'est que si nous-mêmes ne sommes pas capables de démêler les amalgames et les clichés qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, on va pas aider le débat. Charles ne fait pas d'amalgame. Un état d'esprit. Mais il part du principe que tous les Juifs de France sont derrière Netanyahou. Non, Est-ce que vous attendez comment ce monsieur-là, de RMC ou de BFM TV ou de Grande Gueule, passe de « je constate que les Français, les jeunes Français sur les réseaux sociaux considèrent qu'il y a un traitement différent ou alors partiel du conflit à Gaza », à Charles, il fait l'amalgame en disant que tous les Juifs de France sont derrière Netanyahou. À quel moment Charles Consigny a même fait référence à Netanyahou dans les quelques secondes où il a parlé? Et vous voyez, c'est ça le problème en France. Dès qu'il s'agit de demander un traitement équilibré, neutre, impartial de ce conflit, ils ne veulent pas. Parce que dès qu'on va faire
un traitement neutre, équilibré, impartial de ce conflit, le résultat est connu d'avance. On aboutit à une condamnation des actes que fait Israël à Gaza. Et ici, ce monsieur du RMC essaye de nier le ressenti des Français. Jamais dit ça. Ce qui se passe à Bassi, il a dit le ressentiment. Il y a un traitement disproportionné. Oui, il y a un ressentiment. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a un traitement disproportionné équivaut à tous les juifs de France sont derrière Netanyahou? Encore si on réduit en sioniste de France, on peut comprendre, mais tous les juifs de France? Ça ne veut pas dire qu'il est fondé par rapport à un traitement disproportionné. Et pourquoi il devrait l'être? Parce que pourquoi il y a des jeunes qui se radicalisent? Voilà. Mais je pense que parce qu'on leur bourre la tête. Bah oui, on leur bourre la tête. C'est sûr que si jamais il y a un jeune de quartier qui voit comment lui il essaye de discréditer Charles Consigny, même pas en étant pertinent, même pas en ayant des arguments, mais en disant que Charles Consigny confond, en mettant dans la bouche de Charles Consigny des mots qu'il n'a pas dit. Et à la fin, au lieu de comprendre qu'est-ce que les gens pensent ou attendent en disant qu'il y a un traitement disproportionné de ce conflit, il dit on leur bourre le mot. Mais comment tu veux qu'on ne pense pas ça quand toi-même, pour ne pas discuter, tu dis qu'il se trompe? De préjugés, d'amalgame, je suis désolé. Donc, vous voyez bien, c'est pour cela que je voulais montrer la position de Charles Consigny et du courage qu'il a manifesté. Et de ce qu'il dit. Et vous voyez bien, même le président lui-même, Emmanuel Macron, c'est en sortant du pays qu'il a le courage de dire ce qu'il a à dire, de changer de discours, d'avoir un discours neutre, et bien de comprendre que dans ce conflit, on a un fort et un faible, on a des civils et en face une armée, et que les dégâts sont juste catastrophiques par rapport à ce qu'ils ont fait quand son propre armée lui donne des rapports de ce qui se passe. Et donc pour une fois, il a tenu un discours en disant que voilà, la priorité, c'est de donner aux Palestiniens les moyens de vivre bien, puisque les Israéliens ont déjà leur État. C'est déjà un État organisé et tout ça. C'est de l'autre côté, c'est pas un État. Et donc on ne peut pas mettre en priorité les besoins d'un État sur les besoins d'une population à qui on a nié le droit de devenir un État. Alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.